Bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode sur les signes d'alarme des troubles digestifs. Dans la partie précédente, nous avons appris à reconnaître les signaux qui ne trompent pas, la dysphagie et l'amaigrissement dans le RGO, les rectorragies dans la constipation et la vulnérabilité particulière du nourrisson face à la diarrhée. Mais les situations à risque ne s'arrêtent pas là. 6 nouveaux cas cliniques vous attendent, toujours plus concrets, toujours plus proches de ce que vous vivez au quotidien au comptoir. Parce qu'à l'officine, chaque détail compte et connaître la limite de l'automédication peut faire toute la différence. Orienter au bon moment, c'est parfois sauver une vie. C'est ce réflexe clinique que nous allons continuer à construire ensemble, cas après cas. Prenez le temps de réfléchir à chaque question avant de découvrir la réponse. C'est parti pour la partie 2. Question 1. Identifiez l'ensemble des signes d'alarme. Une femme de 52 ans vous décrit une diarrhée depuis 5 jours. Elle a des vomissements importants, une fièvre à 38,8, dit se sentir très fatiguée et revient d'un voyage au Vietnam il y a une semaine. Quelle affirmation est la plus juste? A. Il n'y a qu'un signe d'alarme, la fièvre. Une poursuite de l'automédication est possible jusqu'à 7 jours. B. 2 signes d'alarme sont présents, fièvre et vomissements importants. Une consultation pourra être envisagée si la diarrhée persiste encore quelques jours. C. Plusieurs signes d'alarme sont présents, fièvre, vomissement important, diarrhée persistante depuis plus de 2-3 jours et retour de voyage en zone tropicale. Une orientation médicale immédiate s'impose. La bonne réponse est C. La réponse C est exacte car la patiente présente plusieurs signes de gravité qui justifient une orientation médicale immédiate. Ces signes sont une fièvre, des vomissements importants, une diarrhée persistant malgré 2 à 3 jours de traitement symptomatique, ainsi qu'un retour de voyage dans une zone tropicale à faible niveau d'hygiène. La réunion de l'ensemble de ces critères chez cette patiente impose de ne pas se limiter à une prise en charge officinale, mais de l'adresser sans délai à un médecin en vue d'examens complémentaires et d'une éventuelle antibiothérapie ciblée. Pourquoi A est-elle fausse? Se focaliser uniquement sur la fièvre minimise la gravité du tableau. Or, la durée de la diarrhée, les vomissements importants et le contexte de voyage sont des signes d'alarme. Poursuivre l'automédication serait dangereux. Pourquoi B est-elle fausse? Elle sous-estime encore la situation, en oubliant la durée de la diarrhée, supérieure à 2 ou 3 jours, et le voyage récent en zone tropicale, qui sont 2 critères distincts de gravité. Attendre encore quelques jours retarde une prise en charge nécessaire. Question 2. Signes de déshydratation associés à la diarrhée. Madame Lambert, 34 ans, se présente à l'officine pour une diarrhée depuis 2 jours. Elle décrit des selles liquides très fréquentes, parmi les signes suivants, lequel correspond à un signe de déshydratation devant alerter le pharmacien. A. Des crampes abdominales légères et une légère fatigue, habituelle lors d'une diarrhée normale. B. Une sensation de soif intense, la bouche sèche, des lipothymies, des vertiges, une tachycardie, une hypotension, des troubles de la vigilance et un pli cutané persistant. C. Une alternance de diarrhée et constipation sans fièvre ni perte de poids. La bonne réponse est B. Pourquoi B est-elle vraie? Les signes de déshydratation associés à la diarrhée sont la sensation de soif, bouche sèche, lipothymie, vertige, réduction de la diurèse, tachycardie, hypotension, troubles de la vigilance et pli cutané persistant. Ces signes traduisent une perte hydrique significative qui peut mettre en danger le patient, en particulier les nourrissons, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Pourquoi A est-elle fausse? Les crampes abdominales légères et la fatigue sont des symptômes courants d'une diarrhée banale et ne constituent pas en eux-mêmes des signes d'alarme de déshydratation. Ils ne doivent pas conduire à une orientation médicale urgente s'ils sont isolés. Pourquoi C est-elle fausse? L'alternance diarrhée-constipation sans fièvre ni perte de poids peut évoquer un syndrome de l'intestin irritable, mais ce n'est pas un signe de déshydratation aiguë. Elle fait plutôt partie des questions à poser lors du questionnaire officinal pour orienter le diagnostic. Question 3. Vomissement d'origine médicamenteuse ou intoxication. Monsieur Petit, 70 ans, immunodéprimé sous chimiothérapie, vient à l'officine pour des nausées et vomissements apparus 2 jours après l'introduction d'un nouveau médicament. Quelle est la conduite à tenir? A. Lui proposer directement un antiémétique en vente libre, car les nausées sous chimiothérapie sont banales et ne nécessitent pas de consultation. B. Contacter le médecin prescripteur. Les nausées et vomissements liés à un traitement médicamenteux constituent un signe de gravité.
d'autant plus que le patient est immunodéprimé et âgé. 2 facteurs de risque additionnels listés dans les critères de gravité. C. Arrêter immédiatement la chimiothérapie de sa propre initiative et adresser le patient aux urgences. La bonne réponse est B. Pourquoi B est-elle correcte? Nous sommes en présence de 2 critères de gravité. Les nausées et vomissements dus à un traitement médicamenteux, ce qui est une cause iatrogène à signaler au prescripteur. De plus, le patient est immunodéprimé ou âgé. Il constitue une population à risque nécessitant une vigilance accrue. La conduite adaptée est de contacter le médecin prescripteur pour adaptation thérapeutique éventuelle, antiémétique prescrit, ajustement de dose, sans proposer d'automédication ni modifier unilatéralement le traitement. Pourquoi A est-elle fausse? Les vomissements iatrogènes chez un patient immunodéprimé ne peuvent être traités en automédication. Les antiémétiques peuvent interagir avec la chimiothérapie et l'origine médicamenteuse des symptômes impose un retour vers le prescripteur. Pourquoi C est-elle fausse? Arrêter une chimiothérapie est une décision exclusivement médicale. Le pharmacien n'a pas la compétence ni la légitimité pour interrompre un traitement oncologique. En revanche, il a le rôle de devoir signaler l'effet indésirable au médecin et d'assurer le lien ville-hôpital. Question 4. Vomissement, signe d'occlusion intestinale. Monsieur Ali, 65 ans, vient à l'officine pour des vomissements depuis 6 heures. Associé à des douleurs abdominales intenses, un ventre dur à la palpation et il n'a pas eu de gaz ni de sel depuis ce matin. Quelle est la conduite à tenir? A. Lui proposer un antispasmodique et un antiémétique pour soulager ses symptômes et lui conseiller de consulter son médecin traitant dans les 2 jours. B. Le rassurer, ces symptômes sont classiques d'une gastro-entérite virale banale qui se résoudra spontanément. C. L'orienter en urgence aux soins médicaux, la combinaison vomissement plus ventre dur plus arrêt des gaz peut signer une occlusion intestinale, qui est un signe de gravité absolue nécessitant une prise en charge chirurgicale urgente. La bonne réponse est C. Pourquoi C est-elle correcte? Chez Monsieur Ali, la triade douleur abdominale intense, plus ventre dur à la palpation, plus arrêt des gaz et des sels, constitue un tableau de gravité absolue évocateur d'une occlusion intestinale. Il s'agit d'une urgence chirurgicale qui engage le pronostic vital en cas de retard de prise en charge. Associée au vomissement, cette présentation clinique impose une orientation immédiate aux urgences, sans aucun traitement symptomatique préalable. Antispasmodiques et antiémétiques sont contre-indiqués en première intention car ils risquent de masquer les symptômes et de retarder le diagnostic. Pourquoi A est-elle fausse? Proposer un antispasmodique et un antiémétique et différer la consultation à 2 jours est une conduite dangereuse face à une occlusion intestinale suspectée. Non traitée, une occlusion peut évoluer vers une nécrose intestinale et un sepsis sévère engageant le pronostic vital. Pourquoi B est-elle fausse? Une gastro-entérite virale ne provoque pas un ventre dur ni un arrêt des matières et des gaz. Ce tableau clinique est radicalement différent d'une gastro-entérite banale et ne doit jamais être banalisé, en particulier chez un patient de 65 ans où le risque d'occlusion sur bride ou sur tumeur est non négligeable. Question 5. Vomissement, confusion et raideur de la nuque. Éric Sola, 28 ans, se présente à l'officine avec des vomissements importants depuis ce matin. Une forte fièvre et sa conjointe signale qu'il est confus et présente une raideur de la nuque. Quelle est la conduite à tenir? A. Lui conseiller un antiémétique en vente libre et lui recommander de se reposer chez lui en attendant que les vomissements cessent. B. L'orienter vers son médecin traitant pour consultation dans la journée. C. Appeler les secours d'urgence immédiatement. La confusion associée à une raideur de la nuque peut évoquer une méningite, ce qui constitue un signe de gravité absolue nécessitant une prise en charge hospitalière urgente. La bonne réponse est C. Pourquoi C est-elle correcte? Dans ce cas clinique, Eric, 28 ans, présente une triade méningée, des vomissements importants, une forte fièvre, une confusion mentale et une raideur de la nuque. Cette combinaison de signes évoque en premier lieu une méningite bactérienne.
Il s'agit d'une urgence médicale qui engage le pronostic vital en quelques heures. Sans prise en charge hospitalière rapide, le patient risque un sepsis méningé, des séquelles neurologiques graves, voire le décès. La conduite à tenir est donc sans ambiguïté. Appelez le 112 immédiatement. Le pharmacien ne doit ni proposer un antiémétique, ni orienter vers le médecin traitant pour une consultation dans la journée. Toute temporisation est dangereuse. C'est ici que le rôle du pharmacien prend toute sa dimension clinique. Reconnaître la triade méningée, ne jamais minimiser ses symptômes et déclencher les secours sans la moindre hésitation, chaque minute compte. Pourquoi A est-elle fausse ? Proposer un antiémétique en automédication face à un tableau aussi alarmant est une erreur grave. La raideur de la nuque et la confusion ne sont pas des symptômes banaux des vomissements ordinaires. Ils signent une atteinte méningée potentielle qui engage le pronostic vital. Pourquoi B est-elle fausse ? Une consultation simple chez le médecin traitant est insuffisante ici. La méningite bactérienne peut évoluer vers un choc septique en quelques heures. Une orientation vers les urgences immédiates, SAMU, est requise, pas une simple consultation différée. Question 6. Vomissement après un traumatisme crânien. Un adolescent de 16 ans se présente à l'officine accompagné de sa mère, 2 heures après un choc à la tête lors d'un match de foot. Il vomit depuis 1 heure. Quelle est la conduite à tenir ? A. Donner un antiémétique et conseiller du repos. Les vomissements post-effort sont fréquents après une activité physique intense. B. Orienter immédiatement vers un service d'urgence. Un vomissement après un choc à la tête est un signe de traumatisme crânien, ce qui constitue un signe de gravité absolue. C. Conseiller de surveiller à domicile pendant 24 heures avant de consulter, sauf si des convulsions apparaissent. La bonne réponse est B. Pourquoi B est-elle vraie ? Tout vomissement survenant après un choc à la tête doit être considéré comme un signe de traumatisme crânien jusqu'à preuve du contraire. Ce qui rend la situation particulièrement dangereuse, c'est qu'un hématome intracérébral peut évoluer de façon totalement silencieuse pendant plusieurs heures. Le patient semble stable avant de se décompenser brutalement, avec des conséquences potentiellement fatales ou irréversibles sur le plan neurologique. Sans imagerie cérébrale, il est impossible d'éliminer une hémorragie intracrânienne. C'est pourquoi le scanner cérébral en urgence est indispensable. La conduite à tenir est donc sans équivoque. Orienter immédiatement aux urgences, pas d'antiémétique, pas de surveillance à domicile et surtout ne pas attendre l'apparition de convulsions pour agir. Le rôle du pharmacien est ici décisif. Reconnaître ce signe de gravité, ne jamais le banaliser et envoyer le patient aux urgences sans la moindre hésitation. Pourquoi A est-elle fausse ? La réponse A propose d'expliquer les vomissements de Lucas par l'effort physique et de se contenter d'un antiémétique et de repos. C'est une erreur clinique majeure. Le point clé, c'est la chronologie. Les vomissements ont commencé après le choc à la tête, pas après un simple entraînement sportif habituel. Dès qu'un vomissement survient dans les suites d'un traumatisme crânien, il doit être considéré comme un signe de gravité jusqu'à preuve du contraire. En attribuant ces vomissements à l'effort, on banalise un symptôme qui peut révéler un hématome intracrânien en constitution. Proposer un antiémétique et du repos ne traite évidemment pas la cause, mais surtout retarde l'orientation vers les urgences et fait perdre un temps précieux pour réaliser l'imagerie cérébrale indispensable. Pourquoi C est fausse ? La réponse C suggère de surveiller le patient à domicile pendant 24 heures avant de consulter, sauf en cas de convulsion. Là encore, la conduite est dangereuse. Les hématomes extraduraux ou sous-duraux peuvent se former rapidement après un traumatisme crânien et rester longtemps paucisymptomatiques, avant d'entraîner une dégradation neurologique brutale, troubles de la conscience, déficit focal, arrêt respiratoire. Attendre 24 heures, c'est prendre le risque de laisser évoluer silencieusement une lésion qui aurait pu être diagnostiquée et prise en charge à temps. De plus, attendre l'apparition de convulsions comme seuil d'alerte est une erreur. Lorsqu'on en est aux crises convulsives, la situation est déjà très avancée. La bonne attitude n'est donc ni l'automédication, ni la surveillance à domicile, mais l'orientation immédiate vers un service d'urgence pour examen clinique spécialisé et imagerie cérébrale rapide. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.